Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne Bâtir Africa. Aujourd'hui, je suis votre présentatrice pour l'émission d'aujourd'hui qui est une émission débat. Je suis Natacha Lufundu, présentatrice. Pour animer ce débat, je suis entourée aujourd'hui d'experts de différents domaines qui touchent l'immobilier. Donc, nous avons la présence de Yves Mongwama, expert en immobilier et entrepreneur. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons la présence de Viviana Bissi-Moté, architecte. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons la présence aussi de Lucilla Ledoux, courtier et entrepreneur. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons bien sûr un homme à ne plus présenter dans la communauté, Rismo Congo. Merci, c'est trop d'honneur. Notre activiste et militant. Toujours. Et nous avons aussi l'honneur d'accueillir, enchanté, électricien. C'est bien ça? C'est ça. L'émission d'aujourd'hui se déroulera en deux parties. La première partie aura pour thème l'importance... Excusez-moi, pardon. L'émission d'aujourd'hui aura pour thème, la première partie aura pour thème quelle est l'importance des écoquartiers pour bâtir le Congo. Et la deuxième partie aura pour thème sur l'Égypte, actuellement qui fait débat dans tous les médias. Nous allons essayer d'analyser ici avec tous nos intervenants pour savoir si les pyramides d'Égypte pourraient électrifier l'Afrique. Nous allons tout de suite nous lancer dans le vif du sujet sur la première partie du thème de notre émission, qui est l'importance des écoquartiers pour bâtir le Congo. La toute première question, déjà, il faudrait nous expliquer qu'est-ce qu'est un écoquartier. Et pour cela, j'aimerais que notre architecte puisse prendre la parole. Alors, qu'est-ce qu'un écoquartier? Un écoquartier, c'est un endroit qu'on va sélectionner parmi nos vastes contrées, là-bas au Congo, pour aménager une ville dans la ville, mais de manière écologique, c'est-à-dire qu'on va avoir des plans d'urbanisation qui vont nous permettre de respecter l'environnement et le paysage, de construire avec des matériaux locaux, des matériaux biosourcés, qui ne polluent pas et le corps physique, le corps spirituel et aussi l'environnement. D'accord, donc c'est un projet qui est basé pas que sur la construction en tant que soi, mais qui a tout un thème tout autour qui est basé sur la spiritualité, l'environnement. Ah oui, vraiment, en tout cas c'est ma vision de l'écoquartier. Moi, comment je conçois l'écoquartier, c'est la personne. Donc la personne n'est pas juste constituée de son enveloppe physique, elle est aussi constituée de son enveloppe spirituelle. Donc, on doit allier ces deux-là pour créer un endroit habitable où les deux peuvent vivre, survivre et cohabiter. D'accord. Mais un tel projet, en fait, au niveau du Congo, est-ce que c'est possible? Bien entendu, parce qu'au Congo, on a quand même pas mal d'espace. Yves peut nous rappeler même la superficie de notre territoire. Oui, on a 2 345 000 à peu près kilomètres carrés. D'accord. Donc c'est une superficie 4 fois plus grande que la France. Si je prends l'exemple de ce pays, 80 fois plus grand que la Belgique, avec un potentiel énorme au niveau de l'espace. Pourquoi? Parce que quand on regarde, on va dire, l'aménagement urbain du pays, on voit qu'il y a une grosse croissance démographique, une population qui augmente, des villes qui, en termes d'urbanisation, il y a une urbanisation très rapide de nos villes. Malheureusement, il n'y a pas d'aménagement de l'espace, donc on ne planifie pas, il n'y a pas de politique de planification et d'aménagement de l'espace. On va avoir une ville comme Kinshasa qui a à peu près aujourd'hui aux alentours de 15 millions d'habitants, avec une superficie de 965 km², en sachant que l'Île-de-France, c'est 11 000 km² à peu près. Mais en Île-de-France, on va avoir plusieurs centres-villes, plusieurs villes. En fait, on va avoir des régions, des départements, etc. En fait, l'Île-de-France, c'est une région, on va avoir des départements. Et dans les départements, on va avoir des villes. Et dans chaque ville, on va avoir un centre-ville. Et dans ce centre-ville, on va avoir des commerces, un lieu de culte, par exemple une église. On va avoir des habitations, on va avoir différentes choses qui vont permettre à la population d'avoir et des logements et des services en termes de transport, etc. Donc il y a toute une planification pour permettre à l'humain de pouvoir vivre dans la ville
se déplacer dans la ville, s'alimenter, faire ses courses, etc. Et le problème qu'on a au Congo, si on prend l'exemple de Kinshasa, on va avoir comme ville principale, comme la plus grande commune de Kinshasa, ça va être Maluku avec 7980 km². Et à Maluku, c'est un désert humain. C'est-à-dire qu'il y a à peu près une population de... on peut compter une population de... Ça se comptait en milliers d'habitants, à peu près entre 300 000 et 400 000 habitants maximum. C'est peu pour un quartier de Kinshasa. Pour cette surface-là, oui. Maluku, c'est 3/4 de Kinshasa. Donc 3/4 de Kinshasa est complètement inhabité. Ah ouais. La plupart de la population vit sur 1/4 de Kinshasa, donc à Gombe, Bandal. Gombe, par exemple, on va avoir, où on a le centre-ville de Gombe, de Kinshasa, Gombe. C'est là où on va avoir toute la partie administrative, économique, etc. Ils sont une superficie de 26 km². Mais donc c'est peut-être dû aussi à une mauvaise concentration. Enfin, c'est une concentration en fait. Ils se sont pas. Oui, c'est vraiment. La politique des Belges. Ouais, c'est vraiment ce qui se passe parce qu'à la base, Kinshasa avait été conçu pour les Belges. Elle a été conçue pour les Belges. Parce que nous, on ne vivait pas de cette manière-là. Nous, on était vraiment étendus partout, sauf qu'eux, ils ont concentré le pouvoir sur Kinshasa et se sont organisés autour de Kinshasa. Et dans Kinshasa, enfin, j'ai envie de dire dans Kinshasa qu'on connaît, hein, la façade de Kinshasa qu'on connaît, ils ont aménagé Ngombe, c'était vraiment leur pied-à-terre. Donc c'est vraiment là où ils étaient. Mais le souci qui se pose aujourd'hui, la problématique, c'est que Kinshasa, c'est un tiers de... Enfin, qu'on connaît, hein, qu'on voit, c'est un tiers. Non, c'est même pas un tiers, c'est un quart, pardon. C'est un quart de Kinshasa qui est surpeuplé parce qu'il y a eu, à cause aussi des différents conflits, une concentration. Et des difficultés rencontrées par la population, il y a eu des mouvements de déplacement, donc des mouvements migratoires qui a fait que tout le monde s'est retrouvé dans la capitale. Du coup, il y a un surpeuplage de Kinshasa, donc de cette partie-là de Kinshasa, et on voit tout le reste qui n'est pas exploité. Tandis que il y a plus de 2 millions d'habitants à Kinshasa. Kinshasa, c'est à peu près une population aujourd'hui autour de 12 à 15 millions d'habitants, voilà. Mais qui va devenir la deuxième ville africaine avec 20 millions d'habitants dans 7 ans. Voilà, c'est la deuxième ville africaine après Lagos. Donc la démographie elle a explosé. Quand tu prends Maluku, tu as 300 000 habitants, or que ça représente Bandal, ça fait, il y a une différence par rapport à Bandal. Il y a plus de population à Bandal qu'à Savougou et Gombe qu'à Maluku. Voilà, alors que Maluku, ça représente les 3/4 quand même de la ville. C'est pas habitable. On a tellement d'espace qu'aujourd'hui, on peut se permettre de loger pas mal de monde. Je dis pas tout le monde, mais si on prend tout le territoire du Congo, on a de la place pour loger tout le monde et même nos voisins à l'intérieur. C'est juste un problème d'organisation, d'urbanisation et d'amélioration, d'aménagement aussi de l'habitat. D'accord. Mais politiquement parlant, en fait, ce projet est faisable au niveau de... On va dire, là, on va se baser sur Kinshasa, parce qu'on va pas se baser... Je pense que c'est un projet qui doit être mis en place sur toute l'étendue du Congo. Attends, là, on est en train de parler de quoi exactement? De tout ce qui est écoquartier ou de l'installation des habitants, en fait, dans l'espace? Non, là, on parle de l'écoquartier, déjà. D'accord. Je disais tout à l'heure, vous parlez de Maluku. Maluku, en fait, si on pouvait en fait faire une comparaison, ça serait l'équivalent, par exemple, ici de la Seine-et-Marne. Ah oui. Voilà, tout à fait. En termes de surface, de superficie et compagnie. Maintenant, tout à l'heure, j'ai vu que vous avez traversé beaucoup de sujets. Moi, ce que j'ai constaté quand je suis parti au Congo et quand je regarde même en fait les constructions et les habitats, on parle d'écoquartier. Tout à l'heure, en fait, la sœur a dit une chose qui était importante, c'est que quand on construit des habitations aujourd'hui, on se base beaucoup sur le ciment. Et pour moi, je pense que le ciment n'est vraiment, mais vraiment pas un matériau écologique. Ça, on est très clair. Déjà, rien que comment c'est fabriqué. Déjà, pour comment c'est fabriqué et compagnie. Et même après, la répercussion de ça au niveau de... On appelle ça comment? De l'impact écologique. L'impact, pas seulement l'impact écologique. L'empreinte écologique. C'est autre chose que je voulais dire. C'est... l'économie, en fait. Au niveau la durée, non? On parle quoi aujourd'hui? Des passoires thermiques, non? Ouais. Aujourd'hui, voilà. Le problème, c'est que le ciment n'est pas adapté par rapport à notre environnement. Je pense que pour quelqu'un qui voudrait construire, par exemple, une maison aujourd'hui qui partirait dans le principe, par exemple, de respecter l'écologie, pas simplement aller dans l'écoquartier, mais respecter déjà premièrement l'écologie et nos terres et l'environnement dans lequel on est, il faudra en fait essayer de bâtir soit des maisons qui sont faites en terre crue ou en terre cuite.
Et le problème, c'est que je remarque en fait que les Congolais sont dans une optique que quand ils vont pour construire une maison, même nous ici en diaspora, on fait le même problème. On a le même problème que les gens qui sont au pays. On aime bien en fait construire des bâtisses qui sont faites en briques, en ciment et autres, alors qu'en vérité, le matériau qui respecterait beaucoup plus notre environnement, notre corps physique et notre esprit, et même après derrière la nature, ça sera on va rater la terre. Donc, ou le sable de construction, c'est la même chose. C'est exactement justement ce qu'on retrouve dans le projet Wakanda, l'écoquartier. C'est que toutes les conceptions qui sont faites, elles sont faites avec ce qu'on trouve localement à Kisantu, vu qu'on a beaucoup d'argile rouge. Donc du coup, les briques, elles sont faites à partir justement de cette argile rouge. Quand on va inceller, l'argile est blanche. Donc du coup, on fait à partir de l'argile blanche qu'on trouve sur place. Mais le coup, l'argile est jaune. Donc vous favorisez d'abord les matériaux locaux. Vraiment l'intérieur, comme à Goma. J'ai pu étudier ça avec mon collaborateur. On a la pierre de lave. La pierre de lave, on peut très bien construire avec. La pierre de lave? Oui, la pierre de lave. C'est quoi? Tu as Niragongo à Goma. Et quand en fait, de la lave? Ah oui, c'est de la lave qui est pétrifiée, j'ai envie de dire. Ah ouais? Voilà, c'est une sorte de lave pétrifiée, ça donne des grosses roches. Et en fait, avec ça, on peut aussi construire. D'accord. Tout comme on construit une maison en pierre de taille. Ok. Et aujourd'hui, c'est ce que le projet écoquartier propose. D'accord. Après, comme disait Rismo, je pense qu'il faut déconstruire aussi notre vision qu'on a de l'habitat, parce qu'on a des habitudes aussi, parce qu'on vit en Occident, pour certains d'entre nous, et donc on a une vision de ce que doit être une maison, de comment elle doit être construite, et de ce que veut dire une maison en dur. Sauf qu'aujourd'hui, on peut pas, on est obligé de se singulariser en tant que Congolais, en tant qu'Africain, on est obligé de se singulariser et de se dire qu'on a aussi notre propre génie et qu'on doit construire selon nos propres normes, parce qu'on ne vit pas dans les mêmes conditions aussi qu'ici en Congo. Bien sûr, tout à fait. Oui, déjà climatiquement, c'est pas la même chose. Sur la question politiquement, est-ce que c'est réalisable? On va venir un peu sur ça. Quand tu dis politiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce qu'on aura l'autorisation? Bien sûr, est-ce qu'il y aura l'accompagnement du gouvernement en fait sur ce genre de projet? Parce que c'est un projet qui est à l'avantage de la population. Oui. Après, moi, sur ce genre de projet, je pense que le gouvernement, on connaît notre gouvernement, il faut le laisser un petit peu, pas totalement de côté, mais il vaut mieux ne pas tout de suite s'imbriquer dans l'idée d'accompagnement du gouvernement. Mais on est quand même obligé ils sont quand même obligés de s'impliquer un minimum. Je pense que c'est réalisable. Politiquement, c'est réalisable à partir du moment où c'est une propriété privée. C'est-à-dire que c'est un projet d'un entrepreneur qui va acheter ou acquérir légalement des terres. Donc, il a la possibilité. Et on a encore l'avantage, nous, en ce moment au Congo, c'est que les choses ne sont pas encore très carrées. C'est-à-dire que tu n'as pas une mairie qui va te demander de signer qui va t'imposer un permis de construire et qui viendra vérifier quel matériel tu utilises. Donc, c'est un défaut, mais ça, on peut le retourner comme avantage. Mais d'un côté, je vais rebondir sur ce que je viens de dire sur la politique. Tu auras du mal en fait à établir un projet, surtout dans nos pays à nous, sans appliquer la politique. Déjà, premièrement, par rapport à tout ce qui est voie de communication, pour les routes et autres. Normalement, en fait, chez nous, je crois que selon les lois établies actuellement en vigueur, tu es obligé en fait de passer par un organisme d'État pour juste en fait les voies de communication. Après, tu as le deuxième souci, qui sont en fait les réseaux d'énergie. Comment tu ramènes l'électricité et comment tu ramènes l'eau, sans passer par l'État. Ça aussi, on le développe dans le cadre de l'écoquartier. C'est avec les étudiants aussi, avec les locaux, qui connaissent mieux que nous justement la terre et tout. Donc on développe des systèmes d'alimentation en électricité et d'alimentation en eau qui déjà de manière autonome, qui ne polluent pas. Donc c'est-à-dire peut-être, comme j'aime bien en faire la promotion, c'est le système de récupérateur d'eau de pluie. Parce que c'est très important. Au Congo, on a plus de 6 mois de pluie dans l'année. Donc cette eau-là, si on la récupère, on peut même la stocker pour la saison sèche. D'accord, je vais te poser juste en fait une question par rapport à ce que tu dis sur l'eau de pluie. Parce que j'ai vu qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus où ils disaient qu'il y avait une forte acidité et un pH très élevé au niveau de l'eau de pluie. Ça ne pourrait pas poser un problème au niveau de la santé des gens et tout? Tout simplement, le système... en fait, je ne sais pas comment vous expliquer.
Dans la nature, l'eau aussi, quand il pleut, elle va dans la nature. Mais les végétaux purifient cette eau, ce qui fait que quand elle repart dans le circuit, ce pH élevé et cette acidité, enfin, je ne vais pas dire qu'elle se disparaît complètement, mais elle s'atténue. Et en fait, donc c'est à partir de la nature justement que j'ai développé ça, c'est vraiment en observant la nature. C'est que les minéraux. Non, c'est pas un filtre, c'est les minéraux. Parce que quand tu vas dans les chutes, par exemple, les chutes de Vampa, les chutes de Zongo, l'eau, tu peux la boire. Et pourtant, c'est la même eau qui vient du ciel, qui tombe en ville, dans ta maison, et qui tombe aussi au Bas-Congo. C'est juste que les minéraux qui sont présents sur place et les végétaux qui sont présents sur place purifient l'eau de sorte à ce qu'elle devienne potable et que tu puisses la boire. Naturellement. Naturellement. Et tu ne tombes pas malade. J'en ai fait l'expérience parce que je l'ai bu, cette eau. D'accord. Et pour reprendre aussi justement le thème, en fait, la question concernant la politique, en fait, liée en fait, la politique, etc. Il faut savoir qu'il y a un besoin de construction de logements au Congo. Le pays doit construire à peu près plus de 400 000 logements par an. Donc il y a un déficit de logement. Il y a aussi des ambitions politiques. Donc il ne faut pas oublier que Joseph Kabila avait l'ambition de faire les 5 chantiers. Un projet qui est resté, qui n'a pas été réalisé ou mené à bien. Il est trop morte. Surtout. Tshisekedi, Félix, a proposé les 145 territoires. Donc, les 145 territoires du pays, développer, on va dire, en fait, des infrastructures, des logements au sein des 145 territoires. Donc, c'est aussi une vision du chef de l'État. Après, on avait Lumumba qui avait aussi l'ambition de faire du Congo un grand chantier à ciel ouvert. Donc, il y a toujours eu des ambitions politiques pour construire, en fait, le pays et construire des nouvelles villes. Maintenant, le problème qui se pose, c'est aussi une question aussi d'expertise. C'est-à-dire qu'on peut avoir des ambitions, mais si on n'a pas l'expertise pour accompagner les ambitions, parfois ça pose problème. Et donc, l'avantage qu'on a en fait au sein de la diaspora, c'est qu'on a une communauté avec une bonne expertise dans différents domaines. On peut avoir un électricien, un architecte, un spécialiste du financement, moi qui suis dans l'immobilier avec mon collaborateur Lucilla. Donc on a la chance d'avoir cette expertise variée qu'on peut mettre à la disposition pour construire le pays. Et lorsqu'on parle aussi d'un écoquartier, il ne faut pas oublier la dimension politique. Il faut intégrer, un écoquartier doit intégrer les différentes composantes de la population qui vont utiliser la ville au quotidien. Donc parmi cette population, on va avoir aussi les politiques, on va avoir les acteurs du monde associatif, la société civile, la population, les artistes, les commerçants, etc. Et ces différentes personnes, donc l'intelligence de ces personnes-là, plus les besoins qu'ils ont, font l'écoquartier. D'accord. Est-ce que la dimension sécuritaire est prise en compte dans l'aménagement de cet écoquartier? De toute façon, en temps normal, en impliquant la politique, il y a forcément une dimension de sécurité, bien sûr, qui sera impliquée. Tout est prévu dedans. Justement, comme ce sont des écoquartiers qui voient le jour, c'est qu'il y a un système de clôture avec des passages d'entrée et des passages de sortie. Donc, par où on rentre, on ne sort pas. Ce qui fait qu'on sait qui rentre et on sait qui sort. Ah d'accord, donc c'est des quartiers en vase clos. Voilà. À la base, on sait qui... Mais est-ce que c'est... À la base, c'est une propriété privée, si je comprends bien. Ah d'accord. C'est-à-dire que c'est pour ça, quand tu bondissais sur les routes, les voies de communication, c'est-à-dire à l'intérieur de l'écoquartier, vous faites ce que vous voulez. Bon, en fait, c'est une ville dans une ville, en fait. C'est bien ça. Aménager comme vous voulez. Oui, mais en fait, c'est une ville dans une ville. Est organisé, en fait. Il y a une planification urbaine au sein de l'écoquartier. Donc, en fait, un écoquartier, c'est une ville dans une ville. C'est une ville dans une ville. C'est ça. Et c'est réfléchi pour permettre à la population d'avoir les services qu'il faut. Et dans le cadre de ces services, on va aussi prévoir la sécurité. On va prévoir les logements, donc des logements écologiques qui vont réduire l'impact écologique de la ville et utiliser les matériaux locaux de la ville. On va avoir aussi une question de transport, des voies de communication. Donc, les commerces. Donc, en termes de voies de communication, on va avoir des pistes cyclables. Oui, parce que c'est un point très important qu'on trouve au sein de l'écoquartier, c'est qu'au sein de l'écoquartier, on ne circule pas en voiture. C'est qu'aux entrées de l'écoquartier, il y a des emplacements prévus pour se garer, pour laisser les voitures, pour se garer. Il y a des postes de sécurité justement qui assurent la sécurité des véhicules qui sont laissés sur place. Une fois qu'on a accès à l'écoquartier, on peut circuler à pied,
à vélo. En trottinette. En trottinette. Ensuite, pour les habitants de l'écoquartier, parce que étant donné qu'il y a aussi des commerces, enfin il y a des centres d'activité, des écoles, donc on va aussi être amené à recevoir des personnes qui sont externes à l'écoquartier. Donc pour ce faire, on a séparé la partie publique de la partie entre guillemets privée. Donc la partie résidentielle est encore un peu plus reculée, justement pour lui permettre d'être dans le calme déjà, de profiter justement de l'espace environnant. Et pour circuler, on a des voies qui sont expressément prévues dans l'écoquartier pour permettre aux riverains de pouvoir circuler avec leur véhicule sans gêner la circulation à l'intérieur des piétons, comment on appelle des vélos, des trottinettes, en tout cas tout ce qui n'est pas motorisé. Bien sûr. D'accord. Mais j'aimerais poser une question juste par rapport à ça, parce que c'est vrai que j'avais pas forcément la visualisation d'un écoquartier en particulier, mais maintenant je commence à avoir un peu une image. Donc je comprends bien, en fait, ce serait en fait des résidences privées et sécurisées. Bien sûr. Mais ça créerait pas plutôt un ghetto pour les riches, non? Non, en fait, on va avoir, parce que c'est ce que j'avais posé comme question. Il y a une sorte aussi, un écoquartier, on crée une mixité sociale. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vont habiter dans l'écoquartier, ils vont habiter régulièrement. On va avoir des personnes qui vont venir travailler dans l'écoquartier. Et ce qu'on travaille dans l'écoquartier, nous, ce qu'on a prévu, en tout cas sur Wakanda Kisantu, c'est de prévoir des logements sociaux pour héberger les habitants de l'écoquartier. Et il y a aussi une coopérative de l'habitat qui crée une connexion avec les villages avoisinants. Parce que le but, c'est pas d'avoir un écoquartier où il n'y a que les gens de la classe moyenne, de la diaspora qui habitent avec les bourgeois du pays, et de mettre de côté les villages avoisinants de Kisantu ou les étudiants. On va prévoir des résidences étudiantes. Pourquoi? Parce que Kisantu, c'est composé de 70% d'étudiants. Donc il faut prévoir des logements pour accueillir les étudiants, en sachant qu'un étudiant qui étudie dans une ville a plus de chances, une fois qu'il trouve un travail, d'y rester et de construire sa famille dans cette ville. D'accord. C'est comme il disait tout à l'heure, c'est-à-dire que dans un écoquartier, ça va être transgénérationnel, donc il va y avoir aussi bien des jeunes qu'il va y avoir des personnes qui sont plus âgées. On va avoir aussi bien des travailleurs que des inactifs. On va avoir... En fait, c'est vraiment l'écoquartier, c'est vraiment une mixité sociale qui permet à ce que tout le monde puisse s'y retrouver. Un point important là-dessus, c'est que justement pour ne pas délaisser les villages alentours, c'est que avec les coopératives qui sont prévues au sein de l'écoquartier, ça nous permet aussi d'améliorer les conditions de vie des villageois aux alentours. Parce que même au sein de l'écoquartier, il y a un marché par exemple, il y a un marché justement qui est fait pour recevoir toutes ces personnes qui vendent à l'extérieur, pour qu'elles puissent aussi, si elles le veulent, s'installer dans l'écoquartier pour pérenniser et faire fructifier aussi leur commerce. D'accord. Oui. Juste une question, comment est-ce que, qu'est-ce qui est prévu pour l'organisation, pour faire adhérer à toutes les personnes qui viendront habiter dans l'écoquartier, leur faire adhérer à ces projets? C'est-à-dire quelqu'un qui arrive dans l'écoquartier et qui est censé accepter que le coopératif, par exemple, est-ce qu'il y a une charte, par exemple, de conduite, d'adhésion? Oui, bien sûr, au sein des écoquartiers, il y a des règles à suivre, parce que sinon, ça devient tout de suite anarchique. Et on prend juste l'exemple de Kinshasa. Moi, je parle architecturalement parlant, il n'y a pas de règles d'urbanisme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans un quartier où on va, comme on appelle ici en Europe, une zone pavillonnaire, tu vois un immeuble qui sort de nulle part, qui fait 4-5 étages et qui casse la vue de tout le monde et qui crée même du vis-à-vis parce qu'il voit le jardin de tout le monde. Et ça, il n'y a pas de règle là-dedans. Demain, tu as une parcelle qui fait 50 sur 25. Dans Kinshasa, tu veux la vendre, tu peux la morceler en tout petits morceaux qui fait 50 mètres carrés pour le revendre. Donc c'est vraiment... Dans un pays avec autant d'espace. Voilà, dans un pays avec autant d'espace, tu ne peux pas te retrouver avec 50 mètres carrés d'emprise au sol pour construire. C'est impossible. Ce n'est pas logique. C'est là aussi où c'est intéressant, c'est qu'on sait qu'on va avoir
quasiment horizon 2050, 850, 900 millions d'Africains en plus. Des prototypes comme Wakanda Kisantu, c'est des choses qu'on peut dupliquer dans différents pays. À l'infini. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'on a des villages qui grossissent, on a des villes qui grossissent et qui vont continuer à grossir. Pour moi, c'est maintenant qu'on doit battre tout ça. Et puis, je pense qu'il y a, voilà. Et puis il y a un problème, je crois, au niveau même politique, c'est-à-dire que en termes de vision, il n'y a pas vraiment de vision de ce qu'on veut faire du Congo ou de l'Afrique en général. En termes de vie et de village, en général, c'est des questions qu'on a mis sous le tapis, alors que c'est des sujets qui sont archi importants, qui nous concernent tous et toutes. Ça va concerner aussi bien nous qui sommes dans le métier de l'immobilier, la construction et autres, que ça va concerner les personnes qui vont être dans le milieu médical, parce que quand tu es dans une ville, forcément tu as d'autres problèmes qui arrivent, d'hygiène et autres. Et puis donc je pense que tout le monde devrait s'impliquer sur ce genre de projet, qui devrait y avoir des cellules, et c'est ce que aussi on propose avec ce projet-là, que des personnes viennent travailler aussi avec nous pour donner de leur expertise, pour qu'on voit un peu comment on peut bâtir une nouvelle ville, comment on pense une ville africaine moderne aujourd'hui. Autrement que, comme tu disais, Kinshasa de manière anarchique, etc. Oui. Comment on pense, si je comprends bien, en fait, l'idée en fait, ce serait de décentraliser et ne plus en fait recentraliser en fait au niveau comme par exemple Kinshasa ou les grandes villes du Congo en fait où on centralise tout en fait au niveau du centre-ville. Parce qu'on a associé là. Dans les écoquartiers, il y a des centres-villes, donc c'est à non, c'est pas ça que je pose comme question. Le but du projet, c'est est-ce que ça décentralise par exemple du centre-ville, tout à l'heure on disait de Kinshasa ou il n'y a qu'un quart de Kinshasa qui est occupé, par exemple. Ah oui, non, justement, ça va permettre de dégorger Kinshasa. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne vont pas ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ailleurs, il n'y a rien. Mais si tu crées, en fait, un épicentre, des zones d'activité, et que tu développes, que ce soit de l'industrie, la culture, les commerces, les écoles, les santé, à partir du moment où tu crées un autre épicentre, un autre épicentre, un autre lieu de vie, les gens vont se déplacer parce que justement, ils vont aller chercher un confort plus optimal. Bien sûr. S'il y a moins de monde justement à Maluku, c'est parce qu'effectivement, il n'y a rien. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien qui est aménagé. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas en termes de voie de communication, c'est exactement C'est pour ça que quand tu disais par rapport à l'État, s'il n'y a pas de voie de communication, si on décentralise, ça pose un problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre État, pendant des années, et c'est d'ailleurs la conséquence, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a des bouts de parcelles à Bandal. Quelqu'un préfère vivre dans 5 mètres carrés à Bandal que d'aller prendre beaucoup d'espace à Maluku, qui coûtera en plus moins cher. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas... Et l'État a abandonné pendant longtemps cet aspect des choses. On n'a pas eu des plans d'urbanisation, il n'y a rien, il n'y a pas eu des plans d'aménagement. Après l'indépendance, voilà. Donc pendant des années, et aujourd'hui, même dans ce qui se passe aujourd'hui, moi, personnellement, je ne vois pas cette volonté d'aller vers quelque chose de ce genre, d'organiser de sérieux. En tout cas, je ne perçois pas. Aujourd'hui, il n'y a même pas de cartographie, il n'y a même pas un cadastre à jour sur lequel tu peux te baser pour te dire que voilà, ce territoire-là, il est comme ça, il y a tel nombre d'habitants, il y a telle surface, donc sur cette surface-là, on peut on peut commencer à développer jusqu'ici pour continuer après. Non, donc c'est vraiment dans la capacité. La ville est construite aussi pour la Gombe, pour servir, pour pouvoir servir. Voilà. C'est une ville de base. Nous allons nous reconcentrer sur notre sujet. D'accord. Reconcentrons-nous. C'est tellement passionnant. Là, ça part de tous les côtés, il n'y a plus de contrôle, donc voilà, on va se reconcentrer. Donc, une deuxième question qui va se poser, c'est quelles difficultés peut-on rencontrer sur la mise en place en fait, d'un tel projet au Congo actuellement, avec la réalité du Congo actuel? Pour moi, la première difficulté, c'est déjà en fait d'avoir des banques capables de financer et des projets, des banques de financement, comme on pouvait avoir avec à l'époque la Caisse d'épargne qui était au Congo qui finançait des projets. On a eu des projets comme la cité Maman Mobutu, Bandal ou même Kasavubu, la commune de Kasavubu, qui sont construits grâce à des financements que les fonctionnaires ont eus pour pouvoir investir. Donc c'est pas plus mal. Il y a la banque, il y a les banques d'habitat. Il manque une banque de l'habitat, comme on peut le voir aussi au Sénégal, en Côte d'Ivoire, où je suis parti avec la BHS ou la BHCI en Côte d'Ivoire, des banques d'habitat qui peuvent financer les investisseurs. C'est-à-dire que moi j'ai un projet d'investissement au Congo, si je vois la Rabobank ou Ecobank,
ils vont me proposer une solution de financement sur 5 ans, mais avec des mensualités élevées, des taux d'intérêt élevés. Donc c'est une barrière pour la population qui vit parfois avec 200, 300 dollars par mois. Oula, tu parles d'une population, mais c'est même pas tout le monde, c'est pas la majorité de la population. C'est même pas la majorité de la population. C'est ça, parce que la majorité de la population au Congo, ils vivent avec le taux du jour. Non, ils ont même pas de compte en banque, donc ça veut dire qu'eux, ils vivent avec Orange Money, Airtel Money et M-Pesa. Donc pour moi, c'est vraiment le premier problème qu'on peut avoir, c'est qu'il y a une diaspora qui a été négligée par les politiques au Congo, c'est-à-dire qu'il y a un manque de vision pour sa diaspora, un manque de vision pour sa population étudiante, les fonctionnaires, les entrepreneurs et autres. Donc il n'y a pas eu de vision politique. Donc ça c'est déjà un problème. Maintenant, des initiatives comme des projets d'écoquartiers peuvent émaner des entreprises privées comme les nôtres, mais aussi de la diaspora, parce qu'on voit ce qui se fait ailleurs. Et ces choses-là, on peut aussi les reproduire et les proposer pour le développement de ce type de projet. Mais avant de déposer ce projet-là au Congo, vous avez quand même l'initiative d'aller rencontrer les responsables, nos dirigeants, entre guillemets, et vous leur exposez quand même le projet, en mettant l'estimation, on va dire, du coût du projet. Et généralement, vous avez des retours ou pas du tout? Il n'y a jamais eu de retour? C'est pas des sujets à tort, hein, mais c'est pas des sujets qui vont vraiment les intéresser. Mais c'est dingue quand même. Oui, non, c'est dingue. Oui, mais parce qu'ils n'ont pas d'intérêt derrière, très souvent. Mais c'est quand même hallucinant. L'intérêt, c'est quand même le bien-être de sa population. Déjà, c'est le bien-être. Et puis derrière, c'est que la construction, enfin l'immobilier, c'est le cœur de l'économie d'un pays. Effectivement. Ça veut dire que ça crée de l'emploi, etc. Et puis quand tu crées de l'emploi, derrière, ça veut dire que tu as des travailleurs qui consomment et donc qui vont remettre dans d'autres marchés. Et puis ensuite, ton pays se construit aussi grâce à ça. Il y a énormément de pays, même la France, quand on prend la France, à la sortie de la guerre, puisqu'on est un État en guerre, à la sortie de la guerre, ils ont nationalisé les banques. Parce que, effectivement, ça permettait à tout à chacun de pouvoir acheter, se reconstruire, etc. Même aux collectivités locales, de soulever les crédits, parce que tu ne crées pas un pays où c'est très compliqué de créer un pays sans avoir affaire au crédit, etc. Nous, c'est un petit peu différent. C'est pour ça que, comme on a un État qui est défaillant à ce niveau-là, et dans d'autres domaines, mais notamment dans ce niveau-là, on doit sans cesse nous-mêmes trouver les solutions pour réaliser des projets. D'accord. Je vais trop poser une question par rapport à ce que tu dis là. Est-ce que, on a exposé des problèmes pour dire en fait qu'il y avait un problème de financement au niveau des banques. Est-ce que nous-mêmes on a la capacité de mettre des programmes en place pour pouvoir financer les travaux ou la construction en fait de lotissements en dehors des banques? Bien sûr, oui. En fait, c'est l'expertise qu'on a aussi au sein de la diaspora, parce que ça fait 13 ans que moi et Lucien, on travaille pour financer des clients qui veulent investir en France. Et cette expertise-là, on l'adapte au Congo. On n'apporte pas des solutions françaises, mais on apporte des solutions, entre guillemets, franco-africaines. C'est-à-dire qu'on propose, par exemple, tout ce qui est l'Ikelemba et Ndaku, donc tontine immobilière, qui permet, parce que ça, ce sont des pratiques que les mamans font déjà. Ouais. Elles ont l'habitude de faire des Ikelemba, des tontines, pour financer des projets au Congo. Et quand on regarde ces projets, c'est souvent des projets liés à l'immobilier. Donc, on adapte ces systèmes de financement pour développer Je peux donner un exemple, par exemple, pour qu'on image un peu, pour savoir, en termes de cotisation, par exemple, une personne qui voudrait, par exemple, acquérir un appartement ou une maison dans le projet écoquartier. Par exemple, on peut avoir la première maison sur l'écoquartier, elle est à peu près aux alentours de 40 000 de tête. 30, ouais, c'est ça, 38 000. 38 000, 40 000 à peu près. Voilà, tout en sachant qu'il y a aussi d'autres conceptions qui arrivent, parce que selon le matériau dans lequel tu construis, le coût il est calculé. Une maison en briques d'argile rouge sera toujours plus coûteux qu'une maison que je vais concevoir entièrement en bois, par exemple. Parce que le bois, c'est pas qu'il est plus facile à travailler, c'est qu'il est moins cher. Et il est plus malléable, il est moins coûteux à transformer justement pour construire avec. En tout cas chez nous. En tout cas chez nous. Pareil, une maison en pierre de taille, pareil, ça coûtera moins cher qu'une maison en briques. Ouais, mais ça répond pas à ma question. Oui, après, c'est pour ça que par exemple, un bien à 40 000. Savoir exactement ça revient à combien. Un bien à 40 000 euros, par exemple. On va partir du principe qu'on peut trouver soit un système de l'Ikelemba. Il y en a où, par exemple, la personne. On crée un cercle de 12 personnes
par exemple, qui cotisent 300 € ou 200 €. Et cet argent, donc les 300 €, donc c'est-à-dire que dans le cadre de la tontine, la personne mettrait 200 ou 300 € par mois étalés sur plusieurs années. Oui, sur plusieurs années, pour financer pour avoir déjà un apport, pour lancer sa construction de sa maison. On a aussi d'autres solutions alternatives avec des solutions de crédit bancaire, mais limitées à 30-35 000. Mais ça, c'est que ici. Là, c'est pour la diaspora. Oui, pour les gens de la diaspora. Voilà. C'est pour la diaspora, mais sachant que le projet, pour moi, c'est le projet, il est au Congo. Donc, autant la diaspora, on a quand même un peu plus de facilité à accéder à certaines choses par rapport à notre niveau de vie. Mais maintenant, pour le Congolais, le Congolais, donc peut-être 85 ou 87% de la population restante, parce qu'il y en a très peu qui vivent aisément, il faut se dire la vérité. Pour le Congolais lambda, qui vit avec un taux du jour, ou qui travaille et qui a juste son petit argent qui ramène 50 ou 60 $ par mois, est-ce que lui peut prétendre intégrer le projet Wakanda? Oui, parce qu'on aura des logements sociaux. C'est-à-dire que dans une ville, tout le monde n'est pas propriétaire. Donc le but, c'est de créer de la richesse pour que les gens puissent aspirer à devenir un jour propriétaire. C'est-à-dire qu'en mettant déjà des écoles pour permettre aux personnes de former leurs enfants dans l'objectif justement d'avoir des boulots qui leur permettront plus tard d'avoir beaucoup plus de revenus, par exemple. Le fait aussi d'habiter dans des logements plus confortables et à des prix modérés. Mais le prix modéré pour toi, c'est combien? Enfin, en termes de loyer, le prix modéré pour toi au Congo, là, dans le projet de Parce que j'ai vu dans ta question, tu es parti vraiment au plus bas au niveau des salaires. Bah oui, non, mais parce que $50, c'est vraiment. Mais c'est pour te dire, mais c'est généralement la réalité au Congo en fait. Les gens ne gagnent pas, il n'y a pas beaucoup de gens qui gagnent 300 $ par mois. On va dire que quelqu'un au Congo, c'est une centaine de dollars. Mais voilà, on va dire une centaine. 120 et 150 $ en moyenne. Pour ceux qui travaillent pour des employeurs et compagnie, ils sont entre 120 et 150 $. Mais maintenant, il y a ceux vraiment qui sont malheureusement au plus bas de la société. Ils sont entre 50 et 60 $. Représentent la majorité de la population. Je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on idéalise les choses, parce que le problème qu'on a dans ce genre de choses, c'est que quand on part dans un idéalisme qui n'est pas en fait en phase avec la réalité, ça peut poser un problème. Maintenant, sur ce que peut-être je voulais demander à Yves, c'est sur la viabilité de la réalisation économique. Est-ce que c'est viable, par exemple, de ce qu'elle vient de poser comme question, qu'une personne, par exemple, qui touche 150 $ par mois, est-ce qu'elle aura la capacité d'avoir un logement social et surtout que ce soit viable économiquement pour toi-même en fait qui t'engage en fait à créer ce lotissement-là? En fait, il faut savoir que nous sommes dans une ville, actuellement composée de beaucoup d'étudiants, mais dans cette ville, il y a aussi des personnes qui habitent dans les villages voisinants, des jeunes qui habitent Kinshasa, qui ont aussi des problématiques liées au logement, qui ont une expertise. Et le but, c'est que toutes ces personnes-là qui peuvent avoir des revenus et qui peuvent apporter leur expertise de l'écoquartier puissent aussi venir travailler dans l'écoquartier. Et les entrepreneurs créent aussi de la richesse. Donc parce que l'écoquartier, c'est aussi un investissement participatif. Ça veut dire que quand tu viens investir dans l'écoquartier, tu n'investis pas juste sur ta maison. Quand tu investis dans l'écoquartier, c'est tu investis pour la communauté. C'est pour ça que ça s'appelle Wakanda. Tu vois, c'est ceux de la famille, c'est les gens du clan. Donc, dans un clan, tout le monde se soutient, tout le monde se supporte. Donc, là où l'autre ne peut pas, toi, en gros, tu complètes, même sans même le savoir, sans même le sentir réellement. En fait, non, vous savez pourquoi que j'ai posé cette question-là? Vous prenez le cadre d'un pays comme la France dans lequel on vit. Les logements sociaux sont financés en partie par l'État. Et nous maintenant, tout à l'heure, le frère il disait qu'on voulait en fait s'absoudre de l'État. On peut pas. Comment dans ces conditions en fait amener en fait un projet de cette nature-là sans avoir en fait l'appui d'un État derrière? Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a des étudiants qui viennent en fait, qui sont de Kinshasa, de l'Angola ou bien du Congo-Brazzaville, qui viennent aussi étudier à Kisantu, parce qu'on a des bonnes écoles au niveau de la médecine, l'université Congo de Kisantu, et l'autre université, j'ai oublié le nom. Et donc, certains étudiants payent 100 $ pour habiter, en fait, pour être hébergés dans un logement en fait, sur Kisantu. Donc, ils vont louer des logements, soit comme on appelle ça, portes, et d'un coup, bien un petit espace. La cour en fait, dans la cour et qui dessert plein de petits appartements comme ça. Genre les cours comme les cours communes quoi. C'est ça. Et parfois donc ils se mettent, soit la personne est seule, soit ils se mettent à deux, soit les parents cotisent ou payent l'habitation de la personne.
Nous, ce qu'on propose comme valeur ajoutée de ce côté-là, c'est déjà l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat en quel sens? C'est-à-dire qu'on crée des activités économiques. On a plein d'acteurs économiques dans la diaspora. Donc il y a Richesse Immobilière, Kimia Prod, il y a l'Aphrodisiaque Restaurant. On a énormément de potentiel au niveau des entrepreneurs. Donc le but, c'est aussi que les entrepreneurs investissent dans ce projet-là. Pourquoi? Parce que le fait qu'on crée des activités économiques, qu'on crée un village agricole, parce qu'on crée un village agricole comme Mbanza Kwanga, donc ce sera le paradis des Kwanga, etc. Donc ce sera l'univers de la Chikwang, avec un festival du manioc une fois par an dans l'écoquartier, etc. Le but, c'est vraiment d'attirer les personnes dans l'écoquartier, produire sur place, consommer sur place, et commercialiser aussi, créer une économie dans l'écoquartier. Ce que tu dis, c'est de, en fait, le projet tel que tu le prévois et tu le projettes, c'est avoir une définition économique solidaire. Oui, voilà. Imagine-toi, par exemple, un étudiant qui étudie à Kisantu, il a un boulot après ses cours pour aller travailler, etc. Même s'il gagne, par exemple, 200, 300 $, etc., s'il gagne 300 $, il peut toujours mettre un tiers de ses revenus dans un loyer. Et donc, avec ces un tiers de ses revenus, s'il épargne même 50 $ par mois, et grâce à la coopérative de l'entrepreneuriat, on peut l'aider à construire un commerce dans un village ou dans l'écoquartier pour qu'il puisse entreprendre. Le but, c'est vraiment de pousser les gens à être autonomes, indépendants, et qu'ils puissent rêver d'un autre Congo. C'est un Congo solidaire. En fait, c'est le Congo des entrepreneurs. Qui sont développés, c'est des concepts qui sortent de l'ordinaire et de l'imagerie qu'on connaît. Pourquoi? Parce que c'est pour changer la mentalité, en fait. C'est vraiment changer l'idéologie. C'est un lavage de cerveau, en fait. C'est un retour à soi. Et ce que tu demandais tout à l'heure, justement, au fait qu'il y ait une coopérative participative, c'est ancestral. C'est ancestral, justement. Donc pourquoi pas reprendre juste les idéologies, les dogmes ancestrales qui ont fait la grandeur de nos civilisations d'antan, les remettre à l'ordre du jour. Et même si pour le moment on n'est pas sûr de ce que ça donne, mais qu'est-ce qui nous ça ne coûte rien De d'essayer. toute façon, on n'a pas le choix. Vous avez commencé, c'est fini. Le projet a été lancé. Mais ce que je voudrais poser en fait comme dernière question sur ce sujet-là, c'est en réalité pour que ce genre de projet réellement en fait soit viable sur le long terme, il faudrait vraiment pas en fait qu'une banque en fait puisse soutenir le projet. Sans banque, ça va être compliqué, non? Je dis, nous sommes une banque. Une banque, c'est quoi? Ce sont des personnes qui mutualisent de l'épargne pour pouvoir financer des projets. Non, moi je te parle de banque en tant qu'institution physique. Nous sommes des banques. C'est-à-dire que quand tu crées un livret A et que tu épargnes une assurance vie, etc., cet argent est redistribué pour investir sur des projets. Aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est d'avoir l'espace, le foncier. Le foncier est plus important que même la banque. Non, en fait, tu n'as pas compris là ce que je veux dire. Je vais vous donner un exemple. Tu sais pourquoi je te parle de ça? Tu vois, en fait, dans ce genre de projet, selon moi, en fait, c'est-à-dire que dans ma conception des choses, je pense, en fait, qu'il serait important d'inclure dans l'idée, en fait, de base, de dire qu'ok, on crée un écoquartier, tout ce que vous voulez, on a un idéal derrière. Il faut aussi, en fait, que ce soit accompagné, en fait, peut-être d'un projet d'une banque de la diaspora, par exemple. Oui, après, c'est en fait mutualisé. Oui, c'est une finalité, en fait. De toute façon, on sera obligé de passer par là. Si on n'a pas ça, je sais que ça va être un peu compliqué. Le fait de mutualiser notre épargne ou de faire en sorte qu'il y ait des crédits qui puissent être pris et qu'on se mette ensemble pour pouvoir produire, ça aussi, c'est des choses qui sont pensés dans le projet. C'est-à-dire qu'on peut, bon là on se connaît tous, mais si on ne se connaissait pas, on pourrait se dire, et c'est prévu dans le projet, c'est de se dire, écoute, viens, on se met ensemble, on met 35 000 € chacun ensemble, etc. Et puis on crée un petit immeuble, on crée un commerce, etc. Et puis après on se partage. De toute façon, les choses de travailler en commun, on a toujours fait. Le collectif fait partie de nos principes de base. Si je reprends ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que tu appelles, par exemple, les personnes qui sont dans le domaine bancaire ou autre, à venir en fait dans le projet. En fait, toute personne, c'est déjà. Moi, je pose des questions parce que je ne sais pas, je connais pas le projet. C'est une synergie, c'est normal, c'est comme ça. En fait, ça veut dire que toutes les intelligences.
Yves, il a ramené sa vision d'expert immobilier. D'accord. Lucilla, il ramène sa vision d'expert financier. Et moi, je ramène ma vision d'experte en architecture. Après, on ramène aussi d'autres personnes, experts en électricité, experts en maçonnerie. Donc, tout le monde, c'est vraiment une synergie qu'on crée autour du projet parce que un cerveau ne peut pas faire ça. Mais c'est un appel aussi à tout c'est un appel à tout le monde, toutes les personnes qui veulent participer. Oui, toutes les personnes qui veulent participer, ou même qui voudraient juste injecter la porte est ouverte. de l'argent dedans. Demain, tu as envie d'avoir un rôle au sein du projet Wakanda et tout, il propose. Nous, on ne voit pas d'inconvénient là-dedans. Et c'est une banque des idées. C'est déjà la banque des idées, la banque des cerveaux. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, dès que vous quittez Mongafula, de Mongafula, il faut aller jusqu'à Mbazangungu pour trouver une banque. Donc de Mongafula à Kinshasa, il faut dépasser Kassangulu, il faut dépasser Solabata, il faut dépasser Badimba, il faut dépasser Kisantu pour arriver à Mbazangungu. Donc tu as à peu près 2 heures, 2 heures et demie de trajet entre Mongafula et pour avoir une banque. Ça, c'est ce que j'ai expérimenté. Donc quand on fait ce type de projet, on sait qu'un épicentre concret, un centre-ville concret... Par contre, les westerns, les monnaies... il y en a partout. Ah, ça c'est une dinguerie. Encore, même MoneyGram, etc., vous le trouvez à Kassangulu. Et le prochain, c'est Kisantu. Oui. Et même Kisantu, le gars, il ouvre quand il veut. Donc, c'est-à-dire que... Oui, je me souviens. Pour anecdote, une fois, avec Yves, je crois qu'on était parti à Kingato, quelque chose comme ça. Ouais. Oui, voilà, on était parti dans le terrain. Et on devait recevoir de l'argent de France, justement, pour avancer dans ce qu'on faisait. On a galéré pour trouver un MoneyGram ou un RIA, tu vois, quelque chose comme ça. On a dû tourner au moins pendant 1 heure et demie, je ne sais pas si tu te souviens ce jour-là, parce qu'il n'y a rien. Donc c'est à nous de créer, c'est-à-dire que ce projet-là, c'est un projet, mais de ce projet-là, on va développer d'autres projets, et le but c'est d'avoir une banque aussi dans l'écoquartier. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, en tant que membre de la diaspora, faire 2 heures de route pour trouver une banque. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Donc, le fait qu'on construise déjà en fait une nouvelle ville dans la ville, dans cette ville-là, on pense aussi à la banque. Mais ça, c'est une finalité. Mais aujourd'hui, sur l'aspect financier du projet, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui est matérialisé? Qu'est-ce qui est possible à faire déjà aujourd'hui? Est-ce que vous ouvrez les portes pour dire on fait appel à des gens qui veulent prendre des parts dans le projet, financer le projet? Ou est-ce qu'il y a déjà un pas qui a été fait, c'est-à-dire le foncier est déjà acquis et tout est prêt, les gens qui veulent prendre des parcelles, qui veulent acheter même sur carte ou sur maquette, est-ce qu'ils peuvent venir, comment ça se matérialise aujourd'hui? Et puis, l'autre point, juste pour revenir sur l'aspect de l'État très rapidement, je pense qu'in fine, on aura besoin de l'État parce que vous allez produire de l'électricité, vous n'allez pas le vendre comme vous voulez. De l'eau, vous n'allez pas le vendre, voilà, le cadastre. In fine, quand je disais qu'on met l'État de côté, c'était dans l'aspect financement. Parce que même si on veut aujourd'hui, avec toute la volonté et l'énergie du monde, en fait, convaincre. Moi, c'était pour comprendre en fait par rapport aux logements sociaux. C'est ça. C'est ça en fait. C'est-à-dire que sans appui de l'État, tu ne pourras pas faire de logement social. Non, j'ai compris en fait. Les gens le font déjà. Non, j'ai compris en fait dans quel cas tu disais en fait quand tu parlais en fait de l'économie participative et solidaire. Ça a été compris. Mais dans le sens, en fait, où est-ce que lui disait, c'est que sans accompagnement, c'est-à-dire que si tu ne l'expliques pas à quelqu'un, il va te demander, ok, tu dis que tu veux faire le logement social, sans savoir, en fait, par derrière, comment c'est financé. C'est pas viable. Après, de l'autre côté, c'est vrai que nous, c'est notre expertise. C'est vrai que pour nous, c'est facile. D'accord. On a l'impression que c'est facile. C'est ça que je dis, c'est pour ça que c'est important en fait, de l'expliquer. Parce que celui qui va regarder l'émission, il dit, ok, les gens, en fait, ils projettent plein de choses, mais en fait, on a fait, est-ce que c'est réalisable? Ça, après, oui, mais avant de proposer le projet, de le médiatiser et de le partager, il avait bien étudié tous les paramètres. Ça veut dire qu'on n'est pas venu avec notre sac sans savoir ce qu'il y a derrière. C'est d'accord. C'est important aussi que ça. Mais il faut le communiquer. Parce qu'en fait, ce que toi tu as dans la tête, la personne qui nous regarde en fait ne saura pas forcément ce que toi tu as mis en tête. Elle a besoin de savoir et tout le monde n'est pas expert en fait dans des domaines précis. C'est pour ça en fait qu'il est important en fait de communiquer. C'est ça que moi je dis toujours, c'est nous en fait ce qui fait défaut à nous autres Africains dans la plupart des choses dans lesquelles on est.
c'est que souvent, on croit savoir que les autres, en fait, pensent la même chose que nous. Alors que souvent, c'est pas le cas. C'est pas le cas, bien sûr. C'est bien. C'est important, en fait, de communiquer. Non, c'est important pour l'aspect financier. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que qu'est-ce qui a été mis en place déjà? Au niveau du foncier, tout est acquis. On continue encore à essayer de récupérer aussi d'autres terrains. En termes de mètres carrés, on est sur d'hectares. En fait, 150 hectares aujourd'hui. Sur 150 hectares, on prévoit de faire 400 logements. Donc on a déjà à peu près une quinzaine de clients qui vont acheter leur terrain. La commercialisation, là on est vraiment, c'était beaucoup sur le bouche à oreille et la clientèle de richesse immobilière, ici notre base de données, quelques clients qui sont venus grâce au bouche à oreille. Donc l'idée maintenant c'est de lancer une grande campagne de communication pour développer la commercialisation. Pourquoi? Parce qu'on sait que plus il y aura d'investisseurs dans l'écoquartier, soit à titre individuel, en achetant le terrain, plus sa maison, ça nous permet d'avoir aussi des fonds pour continuer le projet. Plus on a aussi des personnes qui vont investir sur des commerces, c'est aussi la possibilité de diversifier encore plus l'écoquartier. On ouvre aussi la possibilité d'investir sur le capital, d'apporter, on va dire, des actions dans le projet, en sachant que tout investisseur dans l'écoquartier, que ce soit sur un terrain agricole pour construire une ferme agricole ou sur un terrain d'habitation, est aussi co-actionnaire du projet. C'est un peu celui qui, au lieu d'acheter la maison, la personne achète la banque. Mais là, on n'a pas forcément la possibilité d'acheter et la maison et la banque, on achète la ville. Chaque investisseur est investisseur sur une maison ou une ferme agricole, mais aussi sur l'écoquartier dans son ensemble. Ça veut dire que dans l'écoquartier, il y aura une ferme agricole? C'est une révolution. Non mais là c'est Wakanda Congo. Tu n'as pas compris. Non mais là on est dans Wakanda. Dans l'urbanisation telle qu'il est conçu, tout ce qui va être à proximité de la route, ça va être les zones d'activité parce que justement c'est à proximité de la route. Donc il y a du passage, c'est brillant. Donc déjà il y a certaines choses qu'on ne va pas trouver à cet endroit-là. Ça va vraiment être la restauration, les commerces, le marché. Un peu plus reculé, une zone d'activité culturelle avec une esplanade où justement on peut assister à des concerts, des lives, des performances. Un peu plus reculé, on va trouver aussi l'école, le dispensaire. Toujours dans la continuité, on va trouver les logements. Et puis quand on s'enfonce encore plus à l'intérieur, là on va vers les terrains agricoles. Et même là-dedans, on a aussi des complexes. Je vais appeler ça des complexes hôteliers, mais qui, j'ai envie de dire, pour les naturopathes, donc qui sont vraiment en pleine nature. Donc c'est des bungalows qui sont en pleine nature. Déjà, ça nous permet aux personnes que ça intéresse, bien entendu, mais je pense qu'aujourd'hui on a aussi développé, voilà, on a aussi développé ça, qui permettent déjà de se reconnecter avec son soi, de se reconnecter avec la nature et d'apprendre les plantes. Parce qu'il y a le jardin botanique à Kissamtou et il y a les étudiants qui travaillent dans le jardin botanique. Ils travaillent ces plantes-là. On travaille en collaboration. Donc ça nous permet justement à ce niveau-là de pouvoir te faire expérimenter si toi tu ne connais pas toutes ces choses-là. Tu vois. Et c'est le deuxième jardin botanique d'Afrique. Et c'est ça. On a déjà des chercheurs qui partent en fait dans ce coin-là. Mais il y a un déficit de logement et de ce qu'on apporte. Mais à 150 hectares, est-ce que c'est encore un écoquartier ou ça devient une ville? C'est pas 150 hectares qui sont concentrés au même endroit. D'accord. C'est 150 hectares qui sont partagés sur plusieurs, voilà, sur plusieurs sites. Sur 5 sites. La ville de Monaco, c'est 150 hectares. Monaco. Ah bon? Voilà, donc là on a 150 hectares mais éparpillés sur 5 sites. Qui nous permet justement. Et qui font en fait chacun des sites sera un écoquartier. Il y a des thèmes en fait, il y a des thèmes comme. Rumba City par exemple, l'écoquartier autour de la Rumba. Banza Kumba. Parce que Rumba découle du mot Kumba, un mot qui vient du royaume Congo. Et donc l'idée c'est vraiment de créer tout un univers autour de la musique, de la sapologie, de l'art, de la culture. Et faire en sorte que les artistes... Attends, excuse-moi, j'espère que tu ne vas pas juste nous restreindre à la musique et autres. Non, mais justement... Non, et même quand on te parle de sapologie, c'est pas la sapologie que tu voilà. Aussi, c'est les couturiers, les stylistes qui créent des vêtements dans le but de commercialiser. En Cuba,
avec les choristes. C'est mettre en avant vraiment tout ce qui est culturel. La culture. La culture de chez nous, effectivement. Voilà, on consomme local. On consomme local et puis on a aussi comment dire, parce qu'il y en a qui pourraient mal comprendre le message. L'industrie musicale. On parle de rumba, tout ça. L'industrie musicale. Aujourd'hui, les instruments de musique sont fabriqués ailleurs. Donc les instruments de musique sont fabriqués ailleurs. Ça vient de chez nous. Alors et en plus, on a plusieurs sortes des bondas. Nous pouvons, il y a plus de 400 modèles de tam-tam, de tambour sur le Congo. On n'a aucun musée du tam-tam. On n'a rien. On n'a pas de producteur d'endroits pour stocker les tam-tams du Bandundu, les tam-tams du Kassai, etc. Ce qu'on prévoit dans l'écoquartier, dans le quartier Rumba City. Pourquoi? Parce que c'est toute une industrie qu'on crée autour de la rumba, autour de la musique, de l'art et de... Il y aura quoi, des ateliers? Il y aura des ateliers, un studio d'enregistrement. Pourquoi Fali Poupa ou Ferrigola sont obligés de partir Là, tu as parlé par exemple pour les bondas. Ouais. Il y aura des ateliers qui seront là pour confectionner, de fabrication des usines, on va dire. Bien sûr. Bah oui, si tu fais le musée, en gros, tu centralises tout ça. Ça va être l'initiation à la fabrication, l'initiation même au jeu, tu vois, comment tu joues du tam-tam, pourquoi tu joues du tam-tam, pourquoi le tam-tam existe, donc toute l'histoire vraiment, dans quel cadre, dans quel pourquoi le tam-tam a évolué de différentes manières au Brésil, à Cuba, en Colombie, quels sont les liens avec le Congo. On a tout autour de notre culture, on a toute une industrie qu'on peut développer. On peut développer le tourisme culturel, on peut développer l'industrie autour de la création des instruments de musique. On peut faire une école de musique. Les jeunes Nigérians, Ivoiriens qui aiment la rumba ou qui aiment la musique congolaise peuvent venir se faire former là-bas. Peuvent venir se faire former dans l'académie Maza Kumba, qui sera autour de la culture. Et donc le but c'est vraiment de vendre notre culture, parce que quand on était en Côte d'Ivoire avec des amis, j'étais étonné que voir dans beaucoup de restaurants, on voyait je rencontrais des artistes de rumba qui venaient, et c'était très apprécié par les Ivoiriens et puis par tous les touristes. Artistes de rumba en Côte d'Ivoire. Énormément. Il y a des événements sur la Côte d'Ivoire, ils consomment énormément de musique congolaise. Dans l'Afrique de l'Ouest en général. Nous avons. Et donc l'idée c'est vraiment que sur Wakanda Kisantu, qu'on a un espace pour la rumba city. Dédié à la rumba. Ouais, donc un éventail l'Américain pour peut pas venir. La culture, le Cubain qui écoute la rumba en fait cubaine doit connaître l'origine de la rumba en venant au Congo. Et il doit voir que l'univers de la rumba est purement congolaise. Il doit voir cette corrélation en fait. En fait, c'est un projet qui pousse même les autres à venir nous connaître en fait. Bien sûr, bien sûr. Après, pour juste revenir à ce que disait le frère Kalibinda, au niveau des réservations, sur le point administratif, je pense que c'est important de dire qu'aujourd'hui, les réservations sont ouvertes. Ça veut dire que toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo peuvent en parler à d'autres personnes qui regarderont la vidéo et ainsi de suite, pour pouvoir investir dans le projet, parce que le foncier est acheté, parce qu'aujourd'hui, on a des modèles d'habitation qui sont déjà disponibles. Il y a le catalogue. Il y a le catalogue. Un bon catalogue d'ailleurs. Ça permet à toutes les personnes qui sont intéressées, et on invite toutes les personnes qui sont intéressées à venir nous contacter pour qu'ils puissent voir tout ça. Parce que le projet est déjà concret et qu'on est en train de le réaliser et de le finaliser, on espère, le plus tôt possible. Et il y a l'afterwork aussi, de samedi. Le samedi 22 avril, nous recevons à peu près une quarantaine de clients, en fait, d'investisseurs qui vont venir en fait, pour investir dans le projet d'écoquartier et aussi apporter leur expertise. Parce que nous ne sommes pas là pour pousser seulement les gens à la consommation, mais nous voulons avoir des producteurs d'intelligence et des producteurs d'opportunités de business. Donc je pense que toutes les réponses, on a assez bien éclairci le projet, je pense. De toute façon, s'il y a d'autres questions... L'aspect financier a été abordé. De toute façon, c'est toujours que le problème, c'est l'aspect financier. C'est là où c'est plus. En général, c'est à partir du financier que se posent toutes les problématiques. Parce que si tous les projets ne dépendaient pas du financement, on pourrait réaliser tout énormément de projets, bien sûr. Mais c'est pas comme ça, on n'a pas de financement. C'est ça. C'est juste qu'il est destiné à autre chose. J'enverrai récemment sur la ligne. Mais le truc, c'est que moi, je regarde sur les banques qu'il y a au Congo. Normalement, si je c'est devenu un mélange de Jeff Bezos et Elon Musk, c'est bien. Si je me souviens bien, sur les
banque qu'il y a au Congo. L'Ecobank, c'est une banque semi-nationale parce qu'elle est en collaboration avec d'autres pays, mais je ne sais plus lequel. Mais concernant par exemple Robank, Robank c'est indien par exemple. C'est des investisseurs indiens qui sont venus, ils ont ouvert la banque et ils gèrent notre argent. C'est ça. Et ça, moi je trouve, c'est une aberration. Oui, arrive un moment, moi je suis désolée, à un moment donné, il ne faut pas abuser. Ici, on est en France, il y a des banques étrangères, bien genre HSBC, il y a même la banque musulmane, il y a aussi une banque musulmane. Oui, c'est pas une banque musulmane, c'est les banques des Qataris ou des Émirats, quelque chose comme ça. Bah, ils ont tous leur banque pour leurs ressortissants en fait, pour leurs ressortissants ici. Mais en vrai, s'ils n'avaient pas de ressortissants de leur pays, leur banque n'existerait pas ici. Effectivement. Tandis que chez nous, certes, on a aussi la migration internationale qu'il y a chez nous, mais on n'a tellement pas de banque nationale digne de ce nom que même les locaux vont dans les banques étrangères et privilégient même les banques étrangères aux dépens de la banque semi-nationale en se disant moi j'ai peur parce que je ne sais pas si demain là il y a un krach boursier ou je sais pas quoi, demain je fais comment pour récupérer mon argent dans la banque du Congo, tandis que c'est la même problématique dans toutes les banques. Ça veut dire que demain il y a un krach boursier, demain le pétrodollar est terminé, même ici en France tu pourras pas récupérer ton argent tout simplement. Donc ce manque de confiance aussi qu'on a entre nous et en chacun de nous, c'est aussi une difficulté. C'est parce qu'aussi il y a un manque de confiance en l'État. Oui, c'est ça. Ça débute par je sais pas, moi je me souviens il y a quelques années, je sais plus c'était en quelle année, 2011-2012, il y avait la BIAC. Je sais pas si vous vous souvenez de la BIAC. Moi j'étais super enthousiaste et tout. Vous avez une agence pas très loin d'ici en plus. Et ça a tenu combien de temps? Bah honnêtement, voilà quoi. Et il y en a, leur argent est parti en même temps que la BIAC. Mais c'est ça qui est dommage en fait, quand on voit qu'il y a quand même eu avant ce projet d'écoquartier, il y a eu d'autres projets qui ont été menés dans l'intérêt du Congo, mais finalement en fait les personnes qui portent ces projets-là ne sont pas forcément toujours sérieuses. Et ça en fait, c'est notre génération. Oui, mais le but est pécunier. Souvent c'est ça. Mais c'est pour ça que en fait là, le fait qu'on ait pu faire cette émission pour expliquer aux téléspectateurs l'importance et ce qui est un écoquartier, c'est déjà très bien parce que ça leur permet déjà d'éclaircir un peu. La confiance se gagne. C'est à travers ces genres d'exercices qu'on arrive à impacter sur l'esprit des gens. De leur dire que voilà. Mais de toute façon, maintenant, il n'y a aucun business où on ne peut pas prendre de risques. Donc tout business comporte des risques. Donc à un moment donné, il faut se lancer. De toute façon, si on veut changer les choses. Je me souviens que quand on a démarré le projet avec Yves, Yves avait déjà certaines idées et justement moi je suis venue compléter avec les conceptions que j'ai faites. Je lui avais vraiment expliqué ma démarche. Quand j'ai expliqué ma démarche, elle a trouvé ça bien, on a décidé de s'associer pour collaborer et tout, et puis on a avancé. Et attends, je me souviens de ce que je voulais dire. Je t'ai perdu. Trop d'inspiration, c'est normal. Mais en tout cas, voilà, moi c'était vraiment le côté, l'aspect, vraiment expliquer ce qu'est un écoquartier, l'aspect financier, pour que les gens puissent comprendre. Et aussi expliquer que c'est un projet qui est accessible à tout le monde en tant qu'acheteur ou bien en tant que locataire, investisseur. Je me rappelle. Ça y est, elle est revenue, vas-y. Expert aussi. Non, je me souviens que en ce temps-là, moi j'avais le choix parce que j'avais un peu de sous de côté, j'avais le choix. En fait, et j'en parlais aussi avec mon père, entre acheter ici, parce que j'avais un petit apport, je pouvais acheter ici, ou me dire tiens je vais investir autre part, je peux investir au pays. Et je me suis dit avec le projet qu'on va acquérir, ça sert à rien d'investir ici, de toute façon moi j'ai envie de rentrer. Donc je préfère le placer au Congo. Et la première difficulté que j'ai eue, c'est même pas local, c'est mes parents. Ouais. C'est la famille. Mais parce qu'eux ils sont bloqués encore par rapport à... Parce que eux ils se sont dit en gros, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Tu fais quoi là-bas? En plus, tu vas même pas à Kinshasa, tu vas à Kinshasa. Mais pourquoi? Il n'y a rien là-bas. Mais oui, il n'y a rien là-bas. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Prends ton argent, investis-le ici. J'ai dit, mais c'est ça le problème justement. C'est que parfois, dans des structures familiales, on a des idées pour le retour au pays, pour le développement du continent. Mais nos parents, ils ont tellement été matrixés et formatés dans une idéologie
complètement occidentalisé, parce que nous, on nous appelle les bannes à poteaux, mais en fait, il faut appeler les parents à poteaux. Parce que les bannes à poteaux, aujourd'hui, ils en ont marre de poteaux. Ils veulent retourner chez eux, tu vois. Mais les parents poteaux, eux, ils sont très bien ici et ils voient leur vie ici. Après, moi, je pense toujours le principe que on a retraite à 62 ans. Après, il faut comprendre aussi les anciens, on peut pas tout, enfin, on peut pas toujours les battre, mais faut les comprendre. Au début, il y a eu quand même pas mal d'organisations, pas mal de trucs qui avaient été mis en place au début par certains parents, mais on voit bien que des associations n'ont jamais tenu, il y a des gens qui ont mis de l'argent et ils ont tout perdu. Donc pour eux, ils se disent que c'est pas, le Congo n'est pas un pays fiable où tu peux investir ton argent, tu vois. En fait, le problème c'est pas le Congo en tant que pays. Oui, non, mais pour eux, c'est les individus, bien sûr. Parce que tu vois, depuis tout à l'heure, en fait, ce qu'on est en train d'aborder, c'est quoi? C'est le manque de rigueur de la communauté congolaise. Et ça, c'est pas juste en fait un mal qui touche une certaine catégorie de la population. En vérité, elle touche toutes les catégories de la population et tous les âges. Le problème, il est là, c'est-à-dire que on parle des parents, mais en fait, on pourrait aussi parler de notre génération. Combien de projets on a essayé de tenter avec les gens qui étaient proches de nous et qui ont peut-être dans nos âges, qui ont entre 25 et 40 ans ou 45 ans. Et tu remarqueras que souvent, on arrivait en fait aux mêmes problématiques que nos parents. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, on a un souci, c'est que dans nos éducations, on ne nous a pas forcément appris à être rigoureux. Et ça, c'est un problème qu'on a de manière systémique. Et ce n'est pas en fait un problème qui est lié juste aux Congolais. C'est un problème qui est lié aux Africains, parce que je pense que c'est aussi lié à la manière dont on a été instruit par les colons, qui ne nous ont peut-être pas en fait amené ce côté-là en fait rigoureux. Parce que quand vous voyez que par exemple, on a exposé un problème tout à l'heure, qu'une ville comme Kinshasa, qui est peuplée entre 12 et 15 millions de Congolais en majorité, ce n'est pas normal que dans cet endroit-là, dans cet espace-là, qui est le cœur économique du pays, qu'il n'y ait pas ne serait-ce que 2 ou 3 ou 4 banques qui appartiennent à des locaux. Comment ça se fait alors que dans notre pays, les gens qui ont de l'argent, c'est pas ce qui manque. Les millionnaires ou les milliardaires, il y en a. Mais ce qui nous manque et ce qui fait que ceux qui ont de l'argent ont des fois peur d'investir dans notre pays, c'est qu'ils ne trouvent pas en fait de personnes viables sur lesquelles ils pourraient compter. Et moi-même, je ne vais pas vous mentir, j'ai rencontré le même problème. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire les choses avec des gens de ma génération, en imaginant en fait que la mentalité serait différente. Et je suis tombé sur exactement les mêmes problématiques que nos parents ont fait tomber. Après, c'est aussi une question... Il y a un souci quelque part. C'est vrai qu'il y a un problème au sein de la communauté africaine ensemble, mais il faut qu'on parte du principe aussi que de toute façon, si on ne fait pas les choses, personne ne les fera à notre place. Effectivement. Et on est une génération de bâtisseurs, on est capable de bâtir des bons projets, mais ces projets peuvent seulement être bâtis à partir du moment qu'on est dans le collectif et qu'on a une vision sur le long terme. Quand on établit ce projet Wakanda Kisantu, moi je ne réfléchis pas seulement à Kisantu. Je vois tout le potentiel qu'il y a dans l'ensemble du Congo. Et le fait qu'on mette en avant l'expertise congolaise et qu'on puisse vendre un jour cette expertise congolaise partout en Afrique, parce qu'aujourd'hui, le Congo, en termes de population, sera le deuxième pays le plus peuplé au monde après le Nigeria. En Afrique. En Afrique. Ouais. Donc on sera parmi les 10 pays les plus peuplés au monde. Alors juste en Afrique, on a 54 pays. Donc au monde, si le Congo fait partie fait partie des 10 pays les plus peuplés au monde, c'est qu'on aura beaucoup de population. Cette population n'est pas formée. Si on n'a pas confiance au niveau du savoir-faire, elle n'est pas éduquée surtout. Cette population qui n'est pas éduquée, eh ben, on va former que des idiots qui seront incapables de relever les défis de leur pays. Donc le but, c'est quoi, Wakanda Kisantu, c'est aussi d'avoir une expertise qu'on développe et qu'on peut vendre ailleurs, en dehors des frontières du Congo. Et donc il faut qu'on commence par quelque chose et qu'on grandisse, en fait qu'on fasse grandir ce projet-là pour l'emmener quelque part. C'est une motivation c'est vrai que... Mais ça fait 13 ans qu'on travaille dans l'immobilier aussi, donc c'est l'objectif de... À ce niveau-là, en fait, tout à l'heure, en fait, j'ai pas l'impression en fait, qu'on a abordé en fait, cette question qui est liée à l'instruction. Est-ce qu'il y a un projet au niveau de bâtiment? Oui, je crois qu'il y a des universités. Sur chaque site, d'université. Rumba City, il y a une école de musique. D'accord. Bazakumba. Il n'y a que la musique? Ah ouais, non, c'est l'univers de la musique. C'est l'univers de la musique. Mais il a un problème avec la musique. Là, tu nous bloquer aussi. Kumbatom dans le débat. On va venir bloquer ton histoire. Non, je comprends plus. Et dans chaque... il veut l'instruction, mais pas dans la musique. Mais non, justement,
suis en train de vous taquiner. Le manque d'instruction dans la musique, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, tu es combattant. Tandis que si tu instruis correctement la musique, si tu instruisais, oui. Tu vois, si tu instruis correctement la musique, que tu inculques des bonnes valeurs musicales ancestrales, toi, tu n'existes plus. Et on a par exemple... non, j'extorerai toujours quoi qu'il arrive. Non, mais quand on dit, il n'y aura plus de blocage. Voilà, il n'y aura plus de blocage, c'est ça. On n'est pas là-dedans. On a un village sportif. Et le village sportif, on l'appelle Mohamed Ali, en référence au combat Mohamed Ali Foreman. Et dans ce village sportif, on va avoir des écoles liées au sport où les jeunes pourront apprendre des choses à travers le sport. On va avoir au sein de Bogadi Passy, qui est le site le plus proche de la route nationale qui fait Kinshasa-Matadi, la route nationale 1. Et donc, on va avoir un groupe scolaire et aussi un campus universitaire. Un groupe scolaire qui est... de l'école maternelle jusqu'au lycée. D'accord. Et on va avoir un campus universitaire. Il y a déjà un nom qui a été trouvé pour ce groupe scolaire? Non, pas encore. Après, il faut que chacun aussi propose. Mais ce nom sera toujours en référence à un personnage historique du monde noir. C'est très bien. Oui, ça peut être un exemple. Voilà, vous voulez partir dans l'optique en fait qu'il n'y ait pas des personnages comme moi? Pourquoi pas en fait un personnage comme Pierre Moulélé? Oui, Pierre Moulélé aussi, c'était ministre de l'Éducation. En fait, on a la possibilité... Au-delà même de l'éducation, c'est moi, je prends en fait la partie quand il a quitté en fait le ministère de l'Éducation et qu'il est devenu en fait quelqu'un qui révolutionnait et qui a combattu dans le maquis. Dans ce sens-là. Oui, il y a plein de noms. De toute façon, tous les noms et personnages importants de l'histoire du Congo ont leur place dans les rues, dans les bâtiments de l'écoquartier. C'est important. Bien sûr. Donc il y aura une rue Malcolm X. Bien sûr, je suis un fan de Malcolm X. Et pourquoi pas à Zandombe. Non, mais c'est important. Oui, à Zandombe. C'est important. Parce que je veux que nos enfants demain... Et dans 50 ans, il y aura une rue qui s'appellerait Rismo. Ah, mais ça, c'est obligé. Vous avez déjà en fait gardé une rue au cas où. Bon, pour le faire, il faudra lui faire une rue Warrior. On peut pas réagir. On va relancer le débat. On reste sur l'écoquartier. On reste dans l'écoquartier. D'accord. Donc je pense que tout a été dit. On va éviter les attaques des Warriors. Hein. On va éviter ça. D'accord. Non, je pense qu'en fait, du coup, tout a été bien dit. Je pense que tout a été assez clair en termes du projet, en termes de l'explication d'un écoquartier, en termes des matériaux à utiliser pour bâtir ces écoquartiers. Et tous ceux qui vont être acteurs ou actrices de ce projet, vous êtes vivement invités. Bien sûr. D'accord. Sur le site, vous avez un... richesseimmobilière.com, www.richesseimmobilière.com. Les réseaux sociaux sur Facebook, Instagram, Richessimo. Sur Instagram, Richesse Immobilière sur Facebook. Et puis aussi, vous allez voir sur Snap aussi, Richessimo. Et puis vous allez, il y a des agences aussi où on peut recevoir la clientèle. Mais tu donc, 12 avenues de Flandre. Bientôt TikTok aussi. Donc, 12 avenues de Flandre, métro Stalingrad, Rosny-sous-Bois, on peut recevoir la clientèle. Et via les... Vous avez aussi la possibilité de nous contacter sur Internet. Surtout, soyez là le 22, très très important, parce que ça va compléter ce que vous avez entendu. Et puis, vous pourrez nous poser des questions directement. Voilà. Et faire des propositions aussi. Et aussi. Très important. Une équipe très ouverte, très intéressante. Donc, pour tous ceux qui cherchent à investir, n'hésitez pas, contactez Richesse Immobilière. Une équipe dynamique et jeune. Tu vas faire notre publicité. Non, c'est la publicité, non. C'est pas ça. Donc voilà, le premier thème touche à sa fin. Nous allons marquer une petite pause et nous revenons tout de suite après. Merci.